Choisir d'inscrire un site au patrimoine de l'humanité est pour le Maroc un enjeu politique, culturel, historique assez considérable, puisqu'il a aujourd'hui déjà 9 sites inscrits et il a une dizaine de sites qui apparaissent sur la liste indicative. Donc, si la municipalité de Figuigues, le délégué à la culture pour la province, le président Amarabou, ont choisi de confier à l'Université Paris Diderot la coordination d'une équipe pour l'inscription de ce site, c'est parce qu'il y avait des intérêts en jeu et que l'université essayait de maîtriser une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que nous avons considéré d'abord la richesse monumentale, je dirais le patrimoine classique, les minarets, les mosquées, les synagogues. Ce patrimoine est aussi immatériel, riche des savoir-faire et des pratiques. Les architectures que nous avons perçues, que nous percevrons dans le dossier, sont des architectures de terre, architectures fragiles, architectures où les savoir-faire sont en jeu. Comment manier la terre, comment la fabriquer, comment la malaxer, alors qu'il n'y a même pas d'armature, qu'il n'y a pas de paille. Donc il faut garder ces savoir-faire. Alors, le savoir technique, le savoir immatériel, c'est aussi le travail des femmes, bien entendu, les tissus, le filage, la teinture. Ce fut à un moment le travail des forgerons, le travail des orfèvres, et donc il faut préserver, il faut parfois revivifier des choses qui disparaissent. On a surtout, bien sûr, dans cette oasis, un paysage culturel, un paysage fabriqué où la maîtrise de l'eau, la lutte pour les sources, très violente parfois, notamment au XVIIIe siècle, puisque notre chantier archéologique a pour but de savoir ce qui s'est passé dans ce XVIIIe siècle entre le Czar de Djaber et le Czar de la place Ajdir. Donc cette histoire doit être préservée, doit être revivifiée, travaille sur la mémoire. L'intérêt de la candidature de Figuigues au patrimoine de l'humanité réside aussi dans la possibilité pour le Maroc d'équilibrer ainsi son patrimoine exceptionnel vers le désert, vers l'Est et le Sud, et en pays berbère. C'est une façon de promouvoir développement durable et tourisme, respectueux des traditions et d'un milieu fragile. Approfondissons maintenant les grands axes de ce dossier UNESCO. Cette oasis de Figuigues, au milieu du désert, est d'abord un monde d'histoire, un carrefour d'histoire, un carrefour de culture. L'histoire est longue. L'installation des hommes, que ce soit depuis le sud du Maroc ou le sud de l'Algérie, puisque nous sommes aux confins des deux pays, mais que cette frontière est artificielle, date du néolithique. Les fresques, les gravures rupestres, les tumuli attestent de la longueur de cette histoire. Cette histoire, ensuite, elle s'est stratifiée par l'arrivée de nomades, par l'arrivée de berbères, d'arabes, de juifs,
de chrétiens. Tous ont construit peu à peu cette ville multiple, cette ville aux 7 villages, cette coalescence de Gzour qui a formé finalement l'oasis de Figigue. Analysons un peu chacun d'entre eux. Berbères, pré-berbères ont des éléments de culture que l'on voit dans les falaises tout autour de Figigue, que l'on voit dans Figigue, dans l'opposition entre le plateau plus arabe et la plaine beaucoup plus berbère, sans qu'il faille évidemment opposer systématiquement l'un à l'autre, puisqu'il y a des mélanges de populations dans les deux. Elle est également caractérisée par la présence des 3 religions, juifs, chrétiens, musulmans. On le saisit très particulièrement dans les recherches que l'université, l'école d'architecture Paris-Val de Seine ont menées dans la synagogue de Figigue. On a ici des manuscrits, des imprimés qui remontent en l'état actuel de notre fouille au Moyen-Âge et qui, parfois, montrent non seulement le travail local des intellectuels, les contacts entre les communautés, mais aussi la façon dont les liens se sont faits, plutôt du côté algérien, Tlemcen par exemple, que du côté marocain d'aujourd'hui, c'est-à-dire Oujda ou Bouarfa. Et nous avons compris qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans la Geniza elle-même, sous le plancher de la synagogue. Et le mot Geniza est un substantif qui vient de la racine d'origine persane, mais qui est employée déjà en hébreu biblique, la racine ganaz, qui veut dire enfouir, cacher. C'est son sens premier. Plus tardivement, l'époque talmudique jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, le mot Geniza désigne un endroit spécifique où sont entreposés des documents, des écrits sortis d'usage. Nous avons constaté que les Genizot, Genizot c'est pluriel du mot Geniza en hébreu, contiennent également des textes profanes, des textes de la vie quotidienne, des listes des emplettes, des exercices des enfants, des lettres privées, des comptes, des lettres des banquiers, etc. Enfin, dans la fouille récente d'Ouled Djaber, nous voyons comment les sources, les conflits entre ethnies, entre fractions, ici les Djabiri, qui ont donné le nom d'Ouled Djaber, constituent finalement les strates de cette histoire. Cette histoire a façonné une architecture gzourienne. Le mot gzour vient des villages et Figigue en est un des exemples majeurs puisque c'est la coalescence de 6 villages situés sur le plateau et d'un village situé dans la plaine le long du Wadi. Architecture gzourienne, pourquoi? Et pourquoi caractéristique? Parce qu'elle s'adapte à un milieu difficile, le désert. Nous sommes aux confins de l'Atlas et du désert saharien. Donc une chaleur pratiquement toute l'année, et le village va donc, par son labyrinthe, par les arcanes de ses rues, par aussi les arcanes des maisons, protégé de la grande chaleur. Il va aussi protéger de la violence, violence des coups de vent, violence aussi des inondations qui peuvent être extrêmement brutales et emmener des matériaux, des hommes, des bêtes. Architecture qui est double. Architecture monumentale, nous voyons par les mosquées, les marabouts, le palais du Pacha, que l'on a là une architecture de type occidental. Architecture également vernaculaire, simple, populaire, faite sans architecte. Je viens d'arriver de Casa spécialement pour finir les travaux de ma maison. À cause de ce qui est arrivé il y a un an, des pluies qui ont
démoli plusieurs maisons, causé de la perte à la mosquée. Et maintenant, j'ai des maisons démolies autour de moi. Alors, la mosquée, tout le monde a cotisé pour la réparer et faire des modifications suivant le choix des gens et suivant la coutume. Dans cette construction sur le temps long d'une histoire de Figuig, les hommes ont mis des pratiques et des sociabilités. Les pratiques partent, dans un milieu xorien, des matériaux à disposition. L'eau et la terre. La terre, elle est mise en œuvre d'abord dans la brique de base de la maison, c'est-à-dire cet adobe, qui est un mélange sans paille, simplement de l'eau et de la terre qui vont fermenter. Elle est mise en place aussi par le bois. Le bois va être pris dans la palmeraie, il va être découpé, stocké, il va ensuite être mis en œuvre dans l'arche ou dans la toiture. Dans la toiture, on va utiliser le haut du palmier, le carnaf. Ainsi, la maison est issue d'une pratique et d'une utilisation optimale des matériaux. Cependant, cette architecture xorienne est menacée, non seulement par l'abandon des xours, mais aussi par l'usage intempestif du ciment, des parpaings, des tuiles vernissées, ainsi que par la réalisation de formes architecturales non locales, telles les coupoles remplaçant les toits plats de certaines mosquées. Un autre élément de ces pratiques sociales et de ces travaux, c'est le tissu et tout ce qui, depuis la tonte du mouton, en passant par la teinture, va ensuite déboucher sur l'artisanat local, nous permet de voir les façons de travailler. Vous voyez, dès le coupage jusqu'à la teinture, il y a tout à fait un processus de travail. Et quand tu demandes à la femme qu'est-ce que tu fais, elle te dit je fais rien. Même si tu regardes à sa carte nationale, ils disent quand tu vas en fonction, ils donnent 100, ils écrivent 100. C'est-à-dire toute la journée il est occupé, mais quand tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait, elle te dit je fais rien. Voilà, il n'y a pas valorisation du temps et même pas, elle ne valorise pas son travail. Façon de travailler à la maison, les femmes y ont un grand rôle et elles rythment de leur chant, du maillet de leur marteau sur les tissus, le travail quotidien, et elles diffusent également un savoir par leur chant. Pratiques sociales qui ont trait également à la cuisine, à la façon de recevoir, à la façon de préparer le repas, puis de le consommer. Un bel exemple est offert évidemment par le couscous, par le feu, par le travail de la farine, toute cette préparation qui va déboucher sur les grands repas du vendredi, mais aussi des fêtes, enterrements, mariages et pèlerinages. Le pèlerinage est un grand moment. On le voit depuis la porte et l'accueil, la place que l'hôte tient, à la fois l'hôte qui reçoit et l'hôte qui est reçu. La stratification horizontale et verticale dans la société. Le rôle de l'imam, le rôle des chanteurs, mais le rôle aussi des cuisiniers et des cuisinières, des porteurs de plats. Ainsi s'organisent des pratiques, un savoir-faire, un savoir-vivre, des traditions, tournant autour de ce milieu du désert qui est avant tout hospitalier.
Le dernier aspect du dossier UNESCO, et non le moindre, est celui qui résulte de la construction d'un paysage culturel. Plusieurs notions s'y mêlent. Tout d'abord une notion de milieu, que l'on pourrait dire d'environnement, mais qui n'a aujourd'hui, comme jadis, rien de naturel, puisque c'est le travail de l'homme qui façonne le paysage. On est dans un milieu désertique, et pourtant on a de l'eau. Cette eau, il convient donc de l'acheminer, de la distribuer, de la répartir. Il convient également d'en déterminer la teneur en sel, la qualité. Salinité qui peut provoquer des dégâts, qui peut détruire la palmeraie. Il convient aussi de la répartir. Le répartiteur est un phénomène de très longue durée qui se mesure au volume d'eau, à la superficie en hectares ou en arpents de la terre, mais aussi en temps écoulé. Et le travail de l'aguadier est ici un travail essentiel. Au sable, puis préciser. Donc ici, pour la faire, voilà. Une petite mesure. Il y a la première abonnée, il y a consommé 2, 4, 5 moins quart. 5 unités moins quart. Ça, c'est 2 mesures, 2 unités ici. C'est aussi le mélange de pratiques sociales qui ont construit un paysage étagé. Des cultures de légumes, des aubergines, des courgettes, un verger avec ses grenadiers, ses citronniers, et enfin les fameuses dattes, les palmiers, dont aujourd'hui, évidemment, le souci vient de la reconnaissance nationale et internationale, c'est-à-dire du contrôle de la qualité. Cela veut donc dire que c'est un milieu qui, comme celui de l'architecture, est un milieu à la fois riche et fragile. Contrôler, diviser, se partager la terre, se partager l'eau, veiller aussi à ce que cette économie et ces pratiques sociales n'aboutissent pas à un pompage dans les nappes phréatiques, à un abandon des parcelles et évidemment, comme celui des maisons, à une dégradation progressive. On pense qu'il y a un tiers des jardins sont abandonnés et jusqu'à 50% de la palmeraie est en voie de dégradation. Pour le Ksarlou d'Arir, 80% de l'habitat est abandonné. Je suis à Figuig dans le cadre d'une mission pour mon doctorat, qui a pour but d'étudier l'enjeu de la protection et du développement d'un paysage culturel, donc ici le cas de l'oasis de Figuig. Le but, c'est d'analyser les pratiques de gestion liées à la palmeraie en tant que patrimoine culturel, tout en permettant le développement durable de la palmeraie. Ici, voilà. Les règles de gestion liées au
aux différentes rivalités entre Ksour, donc notamment la gestion de l'eau, puisque les Ksour se sont appropriés les sources. Donc il existe un réseau d'irrigation très complexe qui permet de distribuer l'eau sans mélanger l'eau des sources. Donc on se retrouve dans des situations où on trouve des croisements, des ponts, des répartiteurs, pour ne pas mélanger l'eau des différentes sources. J'ai déjà effectué 2 missions à Figuig dans le cadre de mon Master 1 et Master 2, comme d'autres étudiants de l'Université Paris 7. Donc, je me suis principalement intéressée à l'évolution de la palmeraie. Et une des conclusions a été que la dégradation de la palmeraie est surtout causée par des facteurs sociaux. Donc, l'immigration, ce sont surtout les familles qui quittent l'oasis et donc abandonnent leurs jardins. Donc, les jardins ne sont plus entretenus et se dégradent petit à petit. Le dossier de l'UNESCO, c'est un dossier qui aujourd'hui va devenir quelque chose à la fois d'historique, de scientifique, puisque nous le déposons, mais c'est aussi évidemment une volonté politique forte et de l'État marocain et des autorités locales. Cette coopération et ce partenariat est un outil de développement pour la ville de Figuig. Une ville qui vit dans une situation très délicate, isolée, marginalisée, enclavée, avec une frontière quasiment fermée. Devant cette situation, le conseil municipal a choisi une coopération décentralisée. La coopération décentralisée au Maroc s'entend une coopération interne et une coopération externe. En France, par exemple, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, pour résoudre les problèmes d'assainissement liquide, équipement des services municipaux en outils informatiques, de formation des ressources humaines, renforcement des compétences. Une autre coopération qui est très ambitieuse, c'est la coopération qu'on a liée avec l'Université Paris 7 et l'École nationale supérieure des architectes, afin de constituer un dossier pour le présenter auprès de l'UNESCO, dont l'objectif est de classifier la ville de Figuig comme patrimoine universel. D'autres partenariats avec la Fondation Montroy d'Espagne, avec laquelle le conseil municipal a réalisé plusieurs projets. D'autres partenariats, je pense à l'Africa 70, qui travaille actuellement sur les études de patrimoine bâti des Ksour de la ville de Figuig. Ce patrimoine peut générer de l'emploi, créer des entreprises locales, créer des activités professionnelles pour le tourisme, générer des richesses pour la population. Que ce soit l'Université Paris 7, que ce soit le Conseil général, que ce soit Fondation Montroy, que ce soit l'Africa 70, ou même nos partenaires hollandais, à travailler ensemble dans le cadre de préserver et de conserver notre patrimoine. Patrimoine matériel et immatériel. Pourquoi l'inscription de Figuig comme patrimoine universel? Donc nous sommes dans une zone oisienne qui fait partie au niveau de l'architecture de ce qu'on appelle l'architecture ksourienne. Nous sommes à la limite des Hauts Atlas orientales et le commencement du Grand Désert. Et si on parle d'un programme, par exemple, de lutte contre la désertification, les oasis, c'est un rideau contre la désertification. C'est une zone où l'existence humaine est très ancienne. Et il y a des traces de ce passage qui est dans les gravures rupestres, les tumulus et tous les sites archéologiques qui sont aux environs de l'oasis. Je me souviens bien d'une équipe qui venait à notre école, une équipe qui a travaillé
sur la place de l'Adel, de la Djabal, qui a fait des recherches archéologiques, qui est venu à l'école El Falah pour parler un peu avec les élèves. Et vraiment, les élèves ont pris une petite notion sur l'archéologie, d'une part, d'autre part, de savoir leur patrimoine, de savoir l'histoire des parents, l'histoire des grands-parents, l'histoire de Figuig en général. Ce carrefour a créé une richesse et a créé un échange culturel entre plusieurs ethnies. C'est pour ça l'importance de son patrimoine matériel, immatériel, patrimoine naturel et architectural. Et un carrefour au niveau ethnique, comme je dis, et un carrefour même au niveau politique, donc c'est la limite des frontières algéro-marocaines. C'est pour ça l'importance de cette oasis. Elle peut être un témoin, ou peut être une oasis dans le cadre de développement et d'appui à la culture de paix avec les pays voisins dans un cadre d'une politique régionale. L'inscription comme patrimoine universel, c'est un label pour la ville. Et il peut avoir un rôle très important, un impact au niveau économique, au niveau des activités touristiques, au niveau de l'artisanat de cette zone et au niveau d'activités culturelles. Donc la création et le développement de ces activités peut créer d'autres richesses qui peuvent aider la population à affronter les problèmes qu'elle vit au niveau social et au niveau économique. L'association a été créée en mars 2000. Parmi ses objectifs, elle travaille pour les femmes et elle organise des expositions de produits artisanaux, soit au niveau local ou international ou national. Et elle organise en même temps des réunions de sensibilisation au niveau de sanitaire, au niveau de l'éducation, au niveau de la sauvegarde de l'environnement. Ce tableau représente un événement inoubliable ici à Figuig. C'est la première rencontre avec le roi qui nous a confié la gestion d'un centre de qualification de la femme figuigienne. Et Inch'Allah. Voilà. Au niveau des attentes sociales, c'est une oasis où il y a beaucoup de problèmes au niveau social, le problème de chômage, le problème de l'immigration. Donc si on préserve cette oasis et on préserve son patrimoine matériel et immatériel, on va créer des richesses et on va créer des autres alternatives pour les populations qui peuvent aider à l'installation des habitants au niveau de cette zone. Il y a un très grand savoir-faire au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de l'architecture en terre, qui est une architecture alternative à l'échelon international maintenant. Et ce savoir-faire, il peut être transmis premièrement aux autres oasis et aux autres pays, et il peut être transmis aux générations futures. Quels sont les outils? Les outils, premièrement, c'est la mise en place d'une politique de gestion du patrimoine. Ici, la coopération internationale, elle peut jouer un rôle très important pour la mise en place d'un programme et d'un plan de gestion du patrimoine, soit naturel, soit patrimoine architectural, donc une politique de gestion du patrimoine, et la mobilisation de tous les acteurs à l'échelon international, en commençant par l'UNESCO, l'ICOMOS et les autres structures qui peuvent jouer un rôle et qui peuvent être mobilisées pour la préservation de cette oasis et pour la sauvegarde de ce patrimoine qui est un patrimoine spécifique et qui est un patrimoine unique.